Donc, bienvenue à tous. Donc, ce webinaire va durer environ 1h15. Il y aura une petite partie présentation avec notamment la présentation de la fédération. Ce que vous attendez tous, c'est la présentation de la filière cadet. Un témoignage de Guillaume qui nous parlera de son parcours. Et puis, à la fin, un temps questions-réponses. Donc, voilà, vous avez le sommaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions déjà qui sont, qui sont dans votre tête, à les poser dans le chat. Allez, je vous partage la liste des intervenants. Donc, avec nous, nous avons Martin Weiss, le président de la Fédération de vol en planeur. Moi-même, donc Léa Robitzer, l'adjointe à la direction. Pour ce qui est de chez Air France, nous avons Stéphane Carrès et Christophe Giraud, qui vont se présenter juste après. Et puis, en témoignage, ça sera Guillaume Fauchard. Je laisse peut-être Stéphane et Christophe vous présenter rapidement. Bonjour Léa, oui, donc Stéphane Carreres, je suis commandant de bord sur Airbus A320 et je suis chef pilote responsable de la sélection et du recrutement, pilote Air France. Donc, ravi d'être parmi vous pour partager un moment ensemble et échanger sur la sélection pilote, la formation pilote cadet et puis le métier de pilote de ligne d'une façon plus générale. Merci à vous de nous accueillir. Voilà, et pour moi, Christophe Giraud, bonsoir à tous et à toutes. Également ravi d'être avec vous ce soir. Donc moi, je suis copilote 777 et chef pilote responsable de la formation initiale. C'est donc la parfaite continuité avec tout ce que gère Stéphane aujourd'hui, puisqu'après la sélection arrive la phase formation euh, vers Air France et vers Transavia. Et voilà. Donc nous allons essayer de répondre à toutes les questions qui pourraient venir jusqu'à nous. Très bien, bah, merci. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement également? Oui, bonsoir à tous. Guillaume Fauchard, je suis copilote 777 à Air France, ancien cadet Air France Transavia en 2018 et actuellement aussi instructeur planeur à Saint-Crépin-Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes. Merci. Et pour terminer, donc je laisse la main à Martin Weiss, le président, qui va se présenter et nous faire le petit mot d'introduction. Bien, bonsoir à toutes et tous. Martin Lès, donc le président élu de la fédération l'an dernier. Je suis instructeur planeur. Là, je vous parle du Pays Basque. Je vole à Istassou, mais aussi à Chérences. Je suis passionné d'aviation légère. J'aurais bien aimé faire une carrière en ligne, mais j'avais des problèmes de vue. Vous voyez, des lunettes. Et donc, je suis un très bon client Air France. J'étais Platinum à vie. J'étais expatrié pendant une dizaine d'années. Donc, j'aime beaucoup notre compagnie nationale. Ce que je voulais dire ce soir, c'est que c'était un grand plaisir de vous accueillir à ce webinaire un peu exceptionnel. Vous avez déjà plus de 400 qui s'y être connectés. On le fait au nom de la Fédération de vol en planeur. Cette fédération, elle regroupe des pilotes passionnés, beaucoup de talents, j'espère des futurs pilotes de ligne, et ça nous rend très fiers. Une fédération, c'est d'abord une communauté. C'est une communauté qui est unie autour de trois grandes valeurs: la sécurité, la passion de l'aviation et l'esprit d'équipe. Et j'y suis particulièrement attaché. C'est ces valeurs qui nous rassemblent ce soir et qui donnent tout leur sens au partenariat qu'on a avec Air France. Ce partenariat, ce n'est pas simplement un nom sur une affiche, c'est une passerelle entre la pratique du vol en planeur et des carrières professionnelles dans l'aviation. C'est une voie d'accès exigeante, mais une voie qui est passionnante et que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir emprunter. J'étais la semaine dernière au siège de la fédération à Saint-Auban-sur-Durance et j'ai pu prendre mon petit déjeuner avec certains cadets ou cadettes qui étaient très heureux d'être là et qui trouvaient que dans leur cursus, c'était vraiment intéressant de pouvoir accéder à un planeur. Ça développe de bonnes qualités de pilote, ce qu'on appelle l'airmanship. Et moi et nous croyons profondément à la nouvelle génération de pilotes. Notre mission, c'est de vous accompagner, d'aider à votre formation et d'ouvrir des perspectives depuis les premiers vols et, j'espère un jour, dans le cockpit d'un Airbus ou d'un Boeing. Merci Martin. Ben, je te laisse enchaîner avec la
présentation de la fédération, si c'est OK pour toi. Eh ben parfait. Écoutez, vous avez une très belle photo du lac de Serponçon. La fédération, aujourd'hui, c'est 162 clubs répartis sur tout le territoire. Ça veut dire qu'il y a au moins un club à moins de 50 km de chez vous. Le planeur, c'est le voilier des airs. Moi qui ai fait beaucoup de voiles, hein, c'est une aviation verte par nature. C'est une aviation qui est sobre, qui est silencieuse, avec une empreinte carbone très faible. C'est une aviation qui est innovante, avec des moyens de lancement qui sont plus écologiques. Sur mon terrain de planeur à Chérences, on a un treuil électrique, ça ne fait pas de bruit. On a des terrains qui sont au cœur de la nature, des terrains qui sont aussi des réserves de biodiversité. Et donc, voler en planeur, en un mot, c'est aussi une manière de se reconnecter à l'environnement. Quand on est dans un cockpit de planeur, on va à Ixtassou, moi je vole avec les vautours, on se respecte, hein. D'ailleurs, quand j'en vois qui spiralent, je vais les voir. Il n'est pas rare d'en voir qui viennent aussi avec nous quand ils voient un grand goéland en plastique qui vole à leur côté. Le vol à voile, c'est aussi une pratique inclusive. C'est une pratique qui est ouverte à toutes les personnes. On est très intéressé par la mixité, hein. Je pense qu'il n'y a pas assez de femmes dans les cockpits. Je crois que chez Air France, le pourcentage, il est de 7 à 8%. À la fédération, c'est 17%. En fait, on pourrait monter ces chiffres parce qu'il n'y a rien dans la pratique il n'y a pas de force physique à avoir et il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il y ait plus de femmes qui le pratiquent. D'ailleurs, Léa, qu'on a recrutée, dans son plan de formation, on est très heureux qu'elle passe son brevet de pilote de planeur. Pratique inclusive, mais aussi une pratique qui est ouverte à toutes les personnes, notamment celles qui sont en situation de handicap. Si vous avez la chance d'aller au Salon du Bourget, vous verrez une démonstration avec un pilote, Antoine Motillon, qui est FE et qui va faire la présentation. Antoine, c'est d'ailleurs une fierté de savoir qu'il est un des instructeurs qui aide à la formation des cadets, donc sur la plateforme de Saint-Auban. Le plateforme, c'est aussi un sport d'équipe. Sport d'équipe parce que si on est seul dans les airs, souvent, on est plusieurs au sol pour mettre en œuvre tous les planeurs. Et puis, il n'y a pas de performance individuelle autour du collectif. Et je crois que je parlais d'esprit d'équipe, on y est tous intéressés. Et puis, le vol en planeur, c'est aussi un sport de haut niveau. La France est une nation championne. On a été vice-champion du monde au championnat du Texas l'an dernier. C'était pendant 15 jours un des circuits où les planeurs faisaient des circuits à 150 km/h de moyenne sans moteur. Moi qui suis instructeur à un ULM par ailleurs, je peux vous dire que ce n'est pas très loin de ce qu'on peut faire avec un ULM. Et donc, on est champion, nos équipes brillent en compétition, on a des titres mondiaux du côté masculin, mais du côté féminin. La championne du monde en titre, Louise Rodriguez, qui est ingénieure chez Thales, elle est française. Et on travaille aussi à développer des jeunes, hein, les viviers, la pépinière de talents de demain. Et donc, on est très heureux. Il y aura un championnat junior cette année. L'an dernier, on a fini sur le podium et j'espère que ça sera comme ça pour cette année. Souhaitons bonne chance à nos champions. Alors ce soir, ce webinaire, c'est une chance. C'est une chance pour vous d'en apprendre plus, de poser vos questions, peut-être de vous projeter dans un futur que vous n'imaginez pas encore que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous y projeter. Je finirai en remerciant Air France pour sa confiance, hein, pour tout ce qu'on fait ensemble. Et je vous remercie aussi, vous toutes et tous, pour votre présence. Et surtout, gardons en nous tous cette passion du vol qui nous unit. Je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et tous. Je ne doute pas que vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Et puisque d'information cadet, une partie des gens viennent de Saint-Auban, j'espère pouvoir un jour vous saluer et vous accueillir à Saint-Auban. Bonne soirée à tous. Je ne pourrai pas rester sur l'ensemble du webinaire, mais en tout cas, vraiment ravi de sa tenue et merci aux organisateurs et en particulier à Léa. Merci Martin. Sur ces belles paroles, maintenant je passe la parole à Christophe qui va nous parler du coup d'Air France et de la filière cadet. Oui, Je alors, te partage l'écran. voilà, donc déjà, il faut tout de suite intégrer qu'aujourd'hui, Air France et Transavia sont strictement la même chose pour nous pilotes. Tous les pilotes qui rentrent à Air France sont exactement sur le même statut. Certains vont aller voler chez Transavia sans le choix au départ, puisque le seul moment où on n'a pas le choix dans sa carrière, c'est le premier avion.
Donc, ce sera en fonction des besoins d'Air France et Transavia qu'on affectera les pilotes, quel que soit leur profil d'ailleurs, que ce soit des cadets ou des professionnels. Et les règles d'utilisation sont différentes, mais en termes de rému et pour tout le reste, c'est exactement pareil, puisqu'aujourd'hui, un pilote de Transavia est un pilote d'Air France détaché. Donc, il faut s'habituer en fait à utiliser les deux termes. Pour vous donner une petite idée, là, depuis quelques années, la tendance est effectivement à l'embauche de façon assez massive. On a recruté plus de 500 pilotes en 2023, tout profil confondu. 400 l'an dernier. Cette année, ce sera un peu moins. Mais on vise, en tout cas pour la filière cadet, un recrutement d'à peu près une centaine de candidats que l'on retiendrait évidemment à l'issue de la sélection. Ça devrait normalement encore durer un certain temps puisqu'on a un gros pic de départ à la retraite qui va venir. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut renouveler les générations. Et on vous en remercie d'ailleurs, puisqu'on est quand même plus près de la sortie que de l'entrée. Et évidemment, c'est une Air France Transavia apporte beaucoup d'importance à avoir des profils très différents. C'est ce qui fait la richesse de cette vieille maison de plus de 90 ans, avec des militaires, des cadets, des pilotes de filiales, des pilotes qui arrivent de plein de pays différents. Certains étaient commandants de bord sur des très gros avions que nous n'avons plus. Donc la compagnie est visiblement très attractive et nous espérons que ça va durer le plus longtemps possible. Par contre, c'est un métier effectivement qui est très fragile par rapport à tous les événements qui peuvent se produire en termes de géopolitique ou d'économie. Et pour ceux qui se posent la question de savoir s'ils doivent passer la sélection cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans, personne parmi nous est capable de leur garantir qu'il y aura encore un concours cadet à ce moment-là. Pour l'instant, c'est prévu. Mais c'est vrai qu'on est très fragile par rapport au contextuel. Cette sélection, enfin cette filière cadet, en fait, elle a un coût, puisque c'est Air France Transavia qui paye la formation. Donc pour nous, on a un double challenge, en fait. Le premier, évidemment, c'est d'assurer une sécurité des vols maximale, quel que soit le profil de nos pilotes. Et lorsqu'on part donc vers des pilotes cadets, il faut une formation très exigeante et très difficile, il faut dire les choses, puisque l'idée, c'est quand même d'amener des pilotes avec très peu d'heures de vol, avec moins de 200 heures de vol, d'un bimoteur léger vers un avion de ligne avec des passagers derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sélection qui est rigoureuse, et Stéphane va vous en parler beaucoup plus longuement. Et la formation sera elle-même également très exigeante, avec pas mal de steps à passer tout du long. Mais je vous rassure, vous serez accompagné pour ça, vraiment techniquement et humainement. Et le deuxième challenge, évidemment, c'est de contenir un risque industriel, puisqu'une formation de pilote cadet coûte cher. Et on est effectivement obligé, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de se projeter, puisqu'un pilote cadet ne va pas être à la disposition de l'entreprise avant 2 ans, dans un environnement très sensible. Donc, effectivement, on a un risque industriel qui n'est pas négligeable. Donc, c'est pour ça qu'on est très, très rigoureux et vigilant. Voilà. Et donc, cette formation, on en parlera plus tard, mais avant cette formation, il y a effectivement une phase sélection qui n'est pas la moindre. Tout à fait. Est-ce que vous voulez que je détaille, Léa? Ou que... Oui, vous pouvez enchaîner. Transmission de relais, c'est ça. Donc, oui, donc je suis très heureux de partager quelques éléments à propos de la sélection. Comme le dit Christophe, l'idée de la sélection, évidemment, ce n'est pas de trier les gens, de leur mettre une étiquette sur le front et certainement pas une étiquette définitive. L'idée, c'est tout simplement, quelque chose de très positif, c'est que nous recrutons. Donc, nous avons besoin de pilotes professionnels et cadets pour dans 24 à 30 mois à l'issue de la formation initiale, mais pour nous donner les meilleures chances de réussite, les meilleures chances réciproques, en fin de compte, pour la cadette, le cadet et pour la compagnie. Nous devons donc proposer une sélection pour vérifier que les différentes aptitudes nécessaires à la réussite de la formation et ensuite au fait d'être bien dans ce métier, de pouvoir développer des compétences professionnelles et de se sentir bien dans ce mode de vie professionnel qui est un mode de vie aussi personnel.
eh bien, nous devons nous assurer de cette adéquation entre nos candidats et qui seront nos futurs cadets et nos futurs pilotes de ligne Air France. Donc cette sélection, elle est composée de différentes phases relativement connues dans le milieu aéronautique que l'on nomme Psy 0, Psy 1 et Psy 2, 3 phases distinctes. La première phase, Psy 0, a lieu au mois de septembre, début septembre. Elle se passe à domicile ou en tout cas à distance sur un PC avec un lien, un fichier exe et puis un lien que notre prestataire envoie à chaque candidat. Et cette première sélection Psy 0 permet d'identifier les différentes aptitudes liées au raisonnement, à la logique, à l'anglais et à la culture générale aéronautique qui vient attester d'une certaine façon d'une motivation, d'un intérêt déjà pour le milieu aéronautique. À l'issue de cette présélection Psy 0, c'est le seul moment de la sélection cadet qui n'est pas un concours, mais c'est le seul moment où elle prend la forme d'un concours puisqu'il y a un numerus clausus qui va définir le nombre de candidats qui vont partir ensuite en Psy 1, la deuxième phase de sélection qui aura lieu à la Toussaint, pendant les vacances de la Toussaint, sur 9 à 10 jours, à l'ENAC, à Toulouse. Donc, chaque candidat passe une journée à Toulouse et ça dure pendant 9 à 10 jours. Donc, il y a à peu près entre 700 et 800 candidats qui seront convoqués pour les épreuves Psy 1. Et là, rebelote, cette sélection est assez longue, assez dense, et elle vient identifier un certain nombre d'aptitudes psychotechniques et psychomotrices où on vient déceler de l'attention, une aisance dans le calcul arithmétique, calcul mental, bien sûr des facultés psychomotrices, donc utiliser la dispersion d'attention, ses mains, la dispersion aussi la désynchronisation des gestes et autres, la matérialisation spatiale, le raisonnement, différentes dimensions sur plusieurs tests qui viennent consolider cette évaluation. Donc là, ce n'est plus un numerus clausus. Si tout le monde réussit, eh bien, c'est une bonne nouvelle. On aura 700 personnes qui auront réussi les Psy 1. Évidemment, dans une population classique de 2000, 2500 candidats chaque année chez les cadets, il y a disons un certain nombre de pourcentages de réussite et des gens qui ont du mal ou qui n'ont pas encore développé ces aptitudes-là. J'y reviendrai tout à l'heure, la façon de les développer. Et donc, on retient tous les gens qui ont les notes minimales attendues pour attester de ces aptitudes, en tout cas suffisamment ancrées, pour aller en troisième phase, la phase Psy 2, qui vient évaluer à la fois des compétences cognitives, des aptitudes cognitives, mais également relationnelles, comportementales, la gestion émotionnelle, gestion du stress, etc. Évidemment, pendant ces Psy 2, qui durent 2 jours et qui se déroulent à Roissy et Charles de Gaulle, à partir de janvier 2026, là, on vient évaluer pendant 2 jours, donc en épreuve de groupe et en entretien individuel, les aptitudes que je viens de vous évoquer, relationnelles, comportementales et la motivation, bien sûr. Voilà un petit peu le déroulement de la sélection pour les cadets chaque année. Et depuis 2 ans déjà, le calendrier de la sélection cadet est calé d'une année sur une autre, toujours sur les mêmes dates à peu près, pour offrir la visibilité à nos candidats. Est-ce que vous avez une question, Léa, ou comment vous voulez qu'on opère pour, Je peux donner déjà des petites questions qui sont dans le chat. J'ai Anthony qui demande s'il existe un site d'entraînement pour l'épreuve du Psy 0, par exemple. Alors, ce que je peux éventuellement faire, c'est aborder la notion de la préparation à différentes épreuves de sélection. Plus généralement, plus que se préparer à la sélection, le plus important, c'est de viser une préparation pour le métier de pilote de ligne. Parce que d'une certaine façon, si on se prépare pour la sélection, on sera peut-être prêt à la sélection, mais peut-être qu'on visera un objectif un peu court terme et on n'aura pas suffisamment ancré nos aptitudes. Martin le disait très bien tout à l'heure. Lorsqu'on commence tôt, on développe des aptitudes, des réflexes. Ça devient une seconde nature de piloter, d'être dans un environnement dynamique où il faut prendre des décisions, etc. Donc, ces aptitudes-là, plus tôt
vous penchez sur le métier de pilote de ligne, sur ce que l'on recherche, vous assistez à des webinaires pour vous parler avec des professionnels dans les aéroclubs, sur des bases de planeurs et autres, eh bien, plutôt vous aurez une vision complète du métier et de ce qu'on en attend. Et à partir de là, vous essayerez d'identifier le travail personnel que vous avez à fournir pour pouvoir atteindre les objectifs, développer ces différentes aptitudes. Alors, je peux peut-être partager une petite slide, je ne veux pas trop polluer l'échange avec des présentations, mais alors je vais essayer de... Écran peut-être, c'est la diffusion. Alors, je vais essayer d'aller chercher ma presse. Est-ce que vous voyez ce que je projette là? Oui. Oui, ok. Donc là, ce sont les compétences des pilotes de ligne d'Air France. Je ne veux pas rester très longtemps sur les compétences pilotes de ligne d'Air France. Il y a la gestion des automatismes et le pilotage manuel. Dans la partie technique, en haut, les connaissances et les procédures, l'application des procédures. Toutes les 4 compétences du haut sont des compétences techniques. Et nous avons 5 compétences non techniques. Étonnamment, la décision, la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation, le leadership, travail en équipage et la communication. Ça, c'est un langage un petit peu abscon, un petit peu difficile à aborder pour des gens qui sont ab initio, qui n'ont pas d'expérience particulière dans le pilotage. Je vais surtout aborder la façon de développer les aptitudes de pilote de façon assez pragmatique. Donc, pourquoi j'ai mis un chrono au centre de ma diapo? Tout simplement parce que le vol, c'est une situation dynamique. L'avion avance à 900 km/h, parfois un petit peu plus. Et donc, il faut prendre des décisions rapidement. Les événements, les aléas arrivent assez vite. La situation, l'environnement évolue très, très vite. Donc, le temps est toujours un paramètre à prendre en compte pour tout au cours de notre mission. On assure la ponctualité. Comme je vous disais, l'événement évolue, donc il faut prendre des décisions rapides. Donc, eh bien, pour développer ces aptitudes et pour les déceler, lors des tests, forcément, le temps comptera beaucoup. Donc, la notion de rapidité est un facteur important. Si on avance sur la première des aptitudes, évidemment, voilà, je voudrais évoquer, alors c'est peut-être pas le numérique, mais c'est tout simplement la compréhension verbale, l'aisance verbale, qui se compose à la fois de l'expression orale, la capacité à exprimer une idée, à synthétiser un texte, synthétiser de la même façon une idée à des collègues, à animer, et la compréhension écrite également, c'est-à-dire être capable de bien comprendre un texte assez rapidement pour pouvoir en faire un résumé et pour pouvoir extraire les informations les plus essentielles. Et ça, tous les jours, lorsqu'on prépare un vol, on a besoin de cette aptitude, de cette compétence pour pouvoir lire nos NOTAM, lire des informations sur les aéroports de destination, sur les pannes techniques de notre avion, etc., aller lire nos référentiels documentaires et réglementaires. Et donc, pouvoir vraiment être à l'aise avec ces notions. Et cette aptitude-là, elle est fondamentale. Donc, elle est testée, évaluée lors des PSI 1 en particulier, mais également pendant les PSI 2. Ensuite, une aptitude qui est un peu plus classique, en tout cas de ce que l'on pense des pilotes, une aisance numérique, et en particulier l'aisance avec les ordres de grandeur. La règle de 3, les ordres de grandeur, les pourcentages, tout ça, ce sont des notions qui sont très importantes à maîtriser et avec lesquelles il faut être à l'aise parce que ça vous permettra de vous sortir de situations un peu compliquées. Et que ce soit sur petit avion comme sur gros avion, on s'en sert tous les jours quand on est en vol d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce qu'une addition avec plusieurs lignes de quantité de carburant pour vérifier une limitation ou autre, c'est absolument essentiel. Donc ça, au quotidien, dans votre quotidien, déjà, que vous soyez lycéen, même collégien, lycéen ou étudiant ou autre, en reconversion, bien sûr, il n'y a pas de limite d'âge. N'hésitez pas à travailler ces éléments-là quand vous allez au restaurant. Vous faites du calcul mental quand vous faites vos courses, vous vérifiez que l'ordre de grandeur du ticket de caisse correspond à peu près à ce que vous avez acheté. Pour revenir sur la compréhension verbale, exercez-vous également, quand vous allez au cinéma, à résumer votre film en 5 minutes ou de la même façon un livre ou un texte. Enfin, évidemment, la psychomotricité, la matérialisation spatiale, la gestion des trajectoires, ça c'est quelque chose qui est assez naturel et évident dans le métier de pilote. On a démontré que parmi les gens qui étaient très à l'aise ou qui pratiquaient tout simplement
un sport à appui fuyant comme le ski, le vélo, tous les sports où on tient en équilibre avec la vitesse, le surf ou autre. Et il révélait des aptitudes d'aisance au niveau du pilotage. Et donc, en fin de compte, si vous développez un petit peu ça, même en faisant du sport tout simplement, ça peut vous aider aussi à vous sentir bien dans l'espace. Travaillez avec des cartes, ne vous faites pas guider par Google Maps en permanence. Apportez un esprit critique dans la navigation quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en vélo ou autre, ou à pied tout simplement, pour pouvoir développer toujours cette aptitude parce qu'elle sera nécessaire pendant le métier, enfin, au cours du métier de pilote de ligne et donc évidemment au cours de la sélection. L'attention, la précision, la rigueur, ça c'est cette capacité à accorder de l'importance aux détails, mais j'insiste, sans s'y perdre. Donc c'est une question de dosage. C'est important d'accorder enfin, c'est nécessaire d'accorder de l'importance aux détails, mais sans s'y perdre, sans perdre trop d'énergie, parce que parfois, justement, il faut se contenter d'un ordre de grandeur. Ça peut être tout simplement suffisant. Et enfin, voilà, j'aimerais conclure par cette fameuse intelligence émotionnelle. C'est en fin de compte le rapport à soi, le rapport aux autres, ce qui va régir toutes vos relations. Donc là, essentiellement, il est question de relations professionnelles, mais ce qui va vous permettre d'aborder les relations, la gestion de conflits, la communication non violente, d'aborder également des situations où vous-même, vous serez peut-être mis en difficulté au cours de votre formation ou pendant votre carrière, et vous aurez besoin de vous remettre en question, et donc d'être capable de constater soit un échec, soit peut-être une petite défaillance, et de se remettre à travailler pour pouvoir avancer de nouveau. Ça, c'est essentiel de réfléchir individuellement à votre façon de fonctionner avec les autres, mais par rapport à vous-même également, pour pouvoir avancer et développer différentes compétences au cours de votre formation de cadet qui, comme le disait Christophe, est très exigeante. Donc, on a besoin de ça au moment de la sélection. Voilà un petit peu le schéma assez grossier, mais néanmoins détaillé que je vous partage, hein, parce que l'idée, c'est de justement partager avec toutes les candidates et tous les candidats de cette sélection cadet et bien d'autres ce que l'on attend. Il n'y a pas de secret. Il y a un travail personnel de recherche, d'investigation. Et n'hésitez pas à rencontrer des pilotes en aéroclub, des instructeurs qui viendront vous parler de tout ça plus en détail. Je vais arrêter. J'arrête le partage. On a pas mal de questions sur l'âge à laquelle on peut candidater sur la filière cadet. L'âge à partir duquel on peut candidater? Oui. Il faut être majeur, je crois. Oui. Tout simplement. Majeur. Il n'y a pas de limite d'âge supérieur et le plancher, c'est d'être majeur, d'avoir la majorité. Christophe, Stéphane, est-ce que vous avez d'autres présentations ou choses à rajouter? Oui, est-ce que vous voulez que je vous parle de la formation maintenant que Stéphane nous a parlé de la sélection? Allez, c'est parti. C'est une bonne Parce idée. que c'est quand même le but. C'est de réussir cette sélection pour arriver chez moi. Bon, pendant que vous buviez les paroles de Stéphane, j'ai répondu à quelques questions là, sur le chat. La formation, donc, le jour où vous apprenez que vous avez été admis à la sélection, et ça, cette sélection, elle s'étale quand même pas mal dans le temps. Je ne sais plus si tu as donné un peu le calendrier de la chose. Oui, d'accord. Septembre, la Toussaint, à partir de janvier 2026, pour les 3 phases de sélection. Donc, lorsque la commission de recrutement valide votre sélection, nous, au niveau de la formation des équipages, on va prendre contact avec vous pour vous proposer une mise en stage, en essayant de respecter évidemment le préavis, notamment des 3 mois pour ceux qui sont déjà en train de travailler. Aujourd'hui, les écoles de formation donc, sont l'ENAC pour les 3 quarts et le quart restant étant chez Airbus. La différence fondamentale entre les deux écoles,
c'est que Airbus, tout se fait au même endroit, à Angoulême, et à l'ENAC, la phase théorique se fait à Toulouse et la phase pratique se fait dans les différents centres écoles qui sont donc Saint-Yan, Carcassonne, Montpellier et Grenoble. Vous n'avez pas le choix, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas le choix de votre premier avion quand vous rentrez dans la compagnie. Ce sera pareil, effectivement, pour l'école. Vous n'aurez pas le choix de l'école ni du centre. En tant que salarié d'Air France Transavia, enfin d'Air France à ce stade-là, pour être plus précis, vous serez donc officiellement basé à Paris. Et donc, la compagnie pourvoira donc à votre hébergement sur les sites de formation et sur vos déplacements depuis la base, donc depuis Paris. La formation débute donc par la phase théorique, à peu près 9 mois. Vous allez passer quelque chose comme 14 certificats dans un laps de temps donné. Normalement, cette phase ne pose pas de trop grosses difficultés puisque la sélection que vous avez subie en amont a déjà filtré un certain nombre d'attendus. Néanmoins, ça demande quand même du travail. Et j'en profite pour vous dire, tout à l'heure, Stéphane, vous parlez de travail personnel. Si vous envisagez ce métier, vous envisagez en fait d'être étudiant jusqu'à votre retraite. Sauf que vous n'aurez plus la carte étudiant, vous aurez une autre carte qui vous permettra d'avoir pas mal d'autres avantages. Mais voilà, on est étudiant à vie dans ce métier, encore plus qu'avant, puisque les technologies évoluent très vite. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur le 777. Beaucoup de choses ont énormément changé. Alors, je ne parle pas forcément sur l'avion. L'avion, il est toujours pareil. On tire pour monter, on pousse pour descendre. Il fait du bruit. Il n'y a pas de changement là-dessus. Par contre, toutes les interfaces qu'on met à notre disposition pour optimiser notre vol, pour voilà, économiser du carburant, etc., tout ça évolue très vite. Et on travaille de plus en plus, effectivement, en e-learning, puisque c'est dans l'air du temps. Donc, effectivement, il y a un gros travail personnel où on n'ira pas forcément vous chercher pour vous dire c'est l'heure de travailler. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et justement, pendant cette phase théorique, il y aura une partie qui sera accompagnée, il y aura une grande partie qui sera faite en autonomie également. Donc à peu près 9 mois de théorie. Ensuite, on attaque le vol moteur la plupart du temps. Alors, je vous parlerai du stage planeur après. La phase monomoteur VFR, qui sera ensuite assortie de la phase vol aux instruments, IR, et qui nous amènera donc à la licence CPL, donc la licence de Commercial Pilot, pilote professionnel, qui est finalement la licence qui aujourd'hui permet d'être payé pour exercer un métier de pilote. Même si vous voulez ne serait-ce que faire des baptêmes de l'air et être rémunéré pour ça dans une structure comme un aéroclub, il faudrait effectivement la licence professionnelle. Sinon, après, ça s'appelle le partage des frais. Une fois qu'on a fini cette phase-là, donc on sait voler sur monomoteur, donc il y aura une phase de lâcher évidemment, en solo, comme en planeur. Vous savez voler en monomoteur à vue et vous savez déjà voler en monomoteur aux instruments, puisque c'est la base de notre métier, on ne vole pas de par beau temps. Eh bien, on va rajouter là-dedans le vol bimoteur. Donc, toujours pareil, vol aux instruments, bimoteur. Et derrière ça, et c'est là où est le grand gap, puisque là, on a travaillé que sur des avions à hélice avec des vitesses relativement raisonnables. Ensuite, on va arriver à ce qu'on appelle la JOC MCC, donc JOC voulant dire Jet Oriented Course, donc l'apprentissage réacteur, pour simplifier la chose, et la MCC qui est l'apprentissage du travail en équipage, puisque jusqu'ici, finalement, votre instructeur vous a regardé avec un petit regard narquois, en vous laissant vous débrouiller avec la radio, la météo, le pilotage et j'en passe. Et à partir de la MCC, donc Multi-Crew Coordination, on va apprendre à travailler en équipage, à se supporter mutuellement, avec donc un pilote flying qui sera en charge de la trajectoire et un pilote monitoring qui sera également en charge de la trajectoire. Donc on va apprendre vraiment à travailler à deux et c'est ce qu'on attend nous dans une compagnie aérienne, puisque si je prends l'exemple d'un avion que je connais pas trop mal aujourd'hui, on est 1500 pilotes dessus, on ne connaît forcément pas les gens, donc il faut que tout le monde soit parfaitement standard et que tout le monde puisse s'adapter avec un commandant de bord, un ou plusieurs copilotes pour ceux qui sont commandants de bord. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on arrive à peu près à 2 ans. Et j'ai oublié la cerise sur le gâteau, c'est le stage planeur. Pourquoi je ne leur ai pas parlé avant? Parce qu'il sera positionné un petit peu en fonction des contraintes. La première que vous connaissez, évidemment, c'est la météo. On passe rarement
les planeurs au dégivrage, comme les avions de ligne. Donc, et on évite l'atterrissage tout le temps en planeur aussi, je crois. Voilà. Donc, le stage planeur pourrait être positionné finalement, idéalement, entre la fin de la théorie et avant la phase bimoteur. Il est parfois, pour des tas de contraintes, il est parfois positionné ailleurs, mais en fait, il a un rôle qui est très particulier. Le stage planeur dans le cursus cadet n'est pas forcément fait pour apprendre à voler, surtout que certains volent déjà en plein air ou en vol moteur. Il est là pour développer des compétences non techniques, celles dont vous parlez tout à l'heure, Stéphane, et le planeur est un excellent outil pour ça. Donc, on essaie de le positionner là où c'est le mieux, mais également en fonction des contraintes et de l'école et du centre de vol à vol de Saint-Ouen. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes des jeunes filles et des jeunes garçons plutôt heureux et vous allez intégrer Air France Transavia plus ou moins vite par rapport à la fin de votre formation. En ce moment, c'est assez rapide, mais on a connu des phases qui étaient un peu moins, on va dire, lyriques. Et là, donc, vous allez rentrer dans le cursus de votre formation de pilote en compagnie et vous serez mélangé avec des pilotes, des EPL, des pilotes de ligne qui sortiront de l'ENAC, qui auront eu à peu près la même formation que vous, mais dans une filière d'État, sans par contre pour eux déjà l'estampillage Air France Transavia. Ils devront passer la sélection à l'issue. Et puis d'autres pilotes qui auront passé la sélection comme des professionnels, qu'ils soient militaires, qu'ils soient filiales ou de partout ailleurs. Et là, vous allez faire un stage d'adaptation, un stage de conversion en fait à l'entreprise. Derrière ça, la qualification de l'avion sur lequel vous irez. Aujourd'hui, 4 avions moyens courriers d'accès, 320 et Airbus A320 et Airbus 220 pour Air France, et Boeing 737 et A320 Neo pour Transavia. À l'heure où je vous parle, les 2 avions qui absorbent les pilotes à l'entrée sont le 220 à Air France et le 737, le 320 Neo chez Transavia. Voilà. Donc, comme ce qu'on a fait jusqu'ici, de nouveau une phase théorique pour apprendre l'avion, ses systèmes, pour apprendre l'entreprise. Et puis derrière ça, une phase pratique qui va se faire au simulateur. Alors, pour vous qui serez donc des jeunes pilotes, vous aurez droit à ce qu'on appelle le VHL, le vol hors ligne. C'est-à-dire que vous allez prendre un gros avion. Alors, on ne va pas mettre de passagers dedans, dans celui-là. On va mettre un mécanicien avec des roues de rechange. Et des instructeurs spécialement formés pour ça, parce que ce n'est pas anodin d'aller faire des tours de piste avec un avion de ligne. Et donc, ça sera ce qu'on appelle le vol hors ligne, le VHL, qui sera répété au simu avant. Et derrière ça, il y aura une phase d'adaptation en ligne. Et donc là, c'est le grand saut. Parce que là, quand vous allez vous retourner, il y aura à peu près entre 100 et 200 personnes derrière qui vous regarderont et qui vont s'en remettre à vous. Et donc là, vous serez avec un instructeur pendant, on va dire, à peu près une cinquantaine d'étapes. Et ensuite, vous serez lâché. Et du jour où vous serez lâché, vous volerez avec n'importe quel commandant de bord qui ne sera plus instructeur. Voilà. Donc cette phase-là va prendre à peu près 6 mois. Donc vous voyez, si on met tout bout à bout sans interruption, on arrive à des formations à peu près de 2 ans et demi. Voilà. La question que vous n'avez pas posée, mais je vais vous donner la réponse. Vous serez donc, dès la mise en stage, dès le début de la formation, vous serez salarié, donc sous un statut, ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. Donc, pour les moins de 26 ans, parce qu'il y en a, vous toucherez 80% du SMIC dans cette phase-là, et pour les autres, vous toucherez l'intégralité du SMIC. Voilà. J'ai oublié des choses, Stéphane. Tu as dit pas mal de choses. Hein? Pas mal de choses. Voilà, donc on peut faire l'interro. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, pendant que vous serez en formation dans les écoles, on vous accompagnera. Vous aurez, c'est un petit peu comme à l'école, dans notre formation d'étudiants, il y aura un délégué de classe, un délégué de promo. De notre côté, il y aura un pilote responsable formation initiale qui sera en charge de cette promo, donc ce sera un peu le prof principal. Et puis ensuite, il y a nous, au niveau encadrement, qui gérons la chose d'une façon un peu plus globale. Mais voilà, donc tous nos cadets, qu'ils soient chez Airbus ou à l'ENAC, et quels que soient les centres où ils sont accompagnés techniquement et humainement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est long, ça dure 2 ans. Pour ceux qui sont déjà installés dans la vie, c'est quand même une remise en question assez significative par rapport à une vie de famille, par rapport à
par rapport à un budget, par rapport au doute d'arriver au bout. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir. Stéphane, tout à l'heure, vous disait ne préparez pas la sélection, mais préparez-vous au métier de pilote. C'est exactement ça. Je m'oriente en particulier vers les plus âgés d'entre vous, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge pour faire cette belle formation. Mais pensez-y quand même, parce que si vous êtes installé dans la vie avec un métier, avec des contraintes familiales, on sait tous qu'on n'apprend pas à la même vitesse à 30 ou 40 ans qu'à 20 ans. Et il faut toujours, ça fait partie de notre métier, toujours se poser la question du what if. Et qu'est-ce qu'on fait si? Et si jamais, malgré tout le réentraînement qu'on pourrait vous apporter en cas de difficulté, on était amené à prononcer votre élimination de ce cursus, parce que je vous ai bien dit tout à l'heure qu'on est quand même dans un domaine sécurité des vols poussé, et on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne seraient pas au niveau, eh bien, il faut que vous puissiez effectivement réintégrer votre vie d'avant sans que ça devienne quelque chose de très compliqué, voire de catastrophique. Donc, c'est vraiment, pour les plus mûrs d'entre vous, c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser avant de se lancer là-dedans. Voilà. Là, j'ai bien plombé l'ambiance, comme d'hab. Mais voilà, il faut le dire. Ok, merci Christophe. On peut peut-être passer au témoignage de Guillaume et puis après répondre aux questions, aux nombreuses questions qu'on reçoit. Je crois qu'on a plus de 150 questions. On essaie d'y répondre au fil de l'eau, ouais. alternativement. Tout à fait. Allez, Et bien, à mon tour, alors. partage la présentation de Guillaume. Et ben, ça m'a rappelé de bons souvenirs, cette présentation de Stéphane et Christophe et de Léa et Martin. Et ben, en tout cas, merci à la Fédération et à Air France de faire ce webinaire et de nous donner l'opportunité de témoigner aujourd'hui devant vous. Donc, comme je l'ai dit dans ma courte présentation tout à l'heure, actuellement, je suis copilote sur Boeing 777 Air France et auparavant, j'étais copilote sur 737 à Transavia, issu de la filière cadet en 2018. Donc moi, ça a commencé bien avant, en 2011, suite au concours prépa. J'avais passé les concours évidemment à ENAC EPL et comme ingénieur. Christophe parlait du what if, j'avais pas réussi à faire le concours ENAC, et je me suis orienté et j'ai continué en filière ingénieur aéronautique à l'ENAC pendant 3 ans. Donc je suis sorti en 2014, tout en gardant un petit coin de la tête les sélections pilotes. Donc j'ai fait ma formation ingénieur, puis j'ai travaillé chez Dassault Aviation pendant 5 ans, de 2014 à 2018. Et en 2017, je me suis relancé dans la formation de pilote en passant mon ATPL théorique pour retenter les concours ENAC. Et une belle opportunité s'est présentée, la réouverture de la filière cadet en même temps en 2018, à laquelle j'ai été admise. Petit clin d'œil, j'ai été reçu la lettre d'admission quand j'étais dans mon club planeur à Saint-Crépin. Donc, c'est un beau clin d'œil au planeur, je trouve. Et ensuite, j'ai fait ma formation pendant 1 an avec la TPL théorique en poche. Ça a fait à peu près 1 an de formation pratique, une partie au Portugal et en Angleterre, c'est une école partenaire d'Air France, où je suis sorti en mars 2020, belle année avec le Covid, donc j'étais arrêté pendant 1 année et demie. Et j'ai été rappelé en juin 2021 chez Transavia, où j'ai vécu une super expérience. J'étais très bien accompagné pour cette formation sur le 737, comme parlait Christophe, Stéphane, voilà, le VHL, un moment mémorable, et une AEL très sympa, avec un réseau extraordinaire chez Transavia. Et avec pas mal d'heures de vol engrangées en peu de temps, ça m'a permis de rejoindre Air France l'année dernière sur le Boeing 777 avec les vols internationaux. Sinon, vis-à-vis de ça, le planeur m'a accompagné pendant toute cette formation et pendant mon cursus scolaire. J'ai commencé à voler en 2007 à l'aéroclub de Saint-Crépin-Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes, donc dans les Alpes du Sud. Pour ceux qui connaissent la station de ski, il y a Cercle-Valier, par exemple, Vars, Risoul, donc au nord de Marseille. Où de 2007 à 2009, j'ai fait mon brevet de pilote planeur, donc avec mon lâcher, la théorie planeur et puis la formation campagne. L'emport passager en 2010, et la fédération mettait en place pas mal d'aides pour les jeunes, qui m'a permis d'aller faire quelques stages de détection à Saint-Auban.
déjà avant la formation cadet pour faire du perfectionnement au pilotage et pourquoi pas s'orienter sur des compétitions planeurs. Donc j'ai pu en faire quelques années de suite des formations à Saint-Auban et participer à quelques championnats interrégionaux jeunes dans le sud-est pendant cette période-là. Puis au bout d'un moment, je suis dit, 10 ans après, en 2017, que ce serait sympa de pouvoir passer le flambeau, de transmettre ce que j'ai appris à d'autres personnes, à des personnes plus jeunes, à des personnes plus vieilles. Et j'ai passé ma formation d'instructeur planeur à partir de 2017. Et je suis toujours instructeur aujourd'hui dans le club de Saint-Crépin, Mont-Dauphin. Quel club je remercie tous les instructeurs pour la formation qu'ils m'ont donnée, qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Sinon, pendant que je suis école d'ingénieur, il y avait aussi l'opportunité de faire du planeur dans le sud-ouest, c'était très sympa. Avec les associations de jeunes pilotes planeurs, découvrir plein de terrains. Comme le disait Martin, le président de la fédération, le planeur, c'est un sport individuel en équipe. Pour vous faire décoller, il faut que quelqu'un vous tienne le bout d'aile. Le soir, il faut vous aider à ranger le planeur. On s'engage toute la journée, on participe au briefing le matin, on sort les machines, on les met en piste, on mange et puis l'après-midi, on fait nos vols, nos leçons d'instruction. Le soir, on range les machines, on les nettoie, on les hausse et après, on discute des vols autour d'un verre tous ensemble. C'est assez convivial et très sympa, mais qui demande une bonne journée d'engagement. Vis-à-vis des compétences qu'on trouve aux planeurs qui sont très similaires aux compétences pilotes, ils l'ont évoqué Christophe et Stéphane, c'est tout ce qui est autour du savoir-faire, savoir-être. Piloter un planeur, ça demande de la rigueur dans le pilotage. Il n'y a pas de moteur, donc il faut en permanence surveiller les paramètres de vol, regarder dehors pour assurer la sécurité extérieure et tout ce qui est savoir-être. La décision, votre planeur, il tombe en permanence dans l'air, si je puis m'exprimer ainsi, et il faut toujours prendre une bonne décision pour rester en l'air. Et si la décision ne convient pas, avoir un plan B pour pouvoir se poser dans un champ, ce qu'on appelle se vacher en planeur, et c'est ce qu'on apprend à faire dans notre formation planeur. Donc, il y a l'aspect pilotage, décision, gestion de la charge de travail, qui sont vraiment des points communs, je trouve, avec le métier de pilote de ligne et qui sont très utiles aujourd'hui. Qu'on vient notamment mettre en valeur et peaufiner pendant le stage planeur avec les cadets Air France auquel j'ai pu participer. Donc, c'est vraiment adapté à tous les niveaux parce qu'il y en a qui ont participé à ce stage avec aucune expérience planeur, donc qui ont découvert le vol à voile et qui ont pu passer leur brevet de pilote planeur, et d'autres personnes comme moi qui étaient déjà instructeurs qui ont pu peaufiner mon pilotage, m'améliorer et découvrir aussi d'autres variantes planeurs telles que la voltige ou le remorquage planeur. Tout ça pendant un mois sur la plateforme de Saint-Auban. Aussi tout ce qui est conditions aérologiques, pouvoir découvrir d'autres environnements tels que la montagne, le vol d'onde, le vol de pente. Donc il y en a pour tous les goûts sur ce stage qui est fort sympathique. Voilà, niveau planeur, j'en fais encore un petit peu aujourd'hui. Moins de temps avec l'activité aérienne chez Air France, mais si j'ai l'occasion de descendre un petit peu l'été dans les Alpes, avec grand plaisir pour voler là-bas. Donc j'ai fini à peu près ma présentation, mon témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si jamais Léa ou Christophe ou Stéphane avaient d'autres questions sur lesquelles je peux rebondir, n'hésitez pas. En tout cas, merci de votre attention. Petite question, est-ce que ton métier d'ingénieur aéro t'a aidé pour rentrer chez Air France? Alors moi, j'ai la chance de travailler comme ingénieur aéronautique, donc il y avait beaucoup d'aspects techniques sur lesquels j'avais travaillé avant de passer le concours cadet et pilote et qui me servent encore aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur la réglementation aérienne, les satellites, les communications SMS entre pilote et contrôleur aujourd'hui. Donc oui, c'est un domaine qui me sert encore aujourd'hui et que j'ai la chance de pouvoir peaufiner pendant mes études et mon métier d'ingénieur. Ok. Et vu que tu avais déjà un travail, un poste, est-ce que l'acclimatation, comme le mentionnait Christophe, avec peut-être une vie de famille, des enfants, t'as réussi à gérer du coup cette partie-là?
Alors, il y avait une organisation, effectivement. Moi, ça faisait 5 ans que je travaillais avec un salaire, un loyer. Donc, j'ai passé à 27 ans le concours cadet. Donc, il y avait une petite remise en question, un risque à prendre, des points, enfin, des solutions alternatives à envisager quand on se lance là-dedans. Ce qu'il faut rester, c'est motivé, ne pas perdre, garder la foi, l'objectif en vue, et on y arrive au bout d'un moment. Il faut garder la motivation. Et oui, pendant 2 ans, c'était de l'organisation personnelle, hein. Je me suis retrouvé au Portugal, en Angleterre. Alors la chance, c'est qu'au bout de 6 mois, on bénéficie des billets d'avion Air France Transavia, ce qui facilite un petit peu la logistique quand on est loin de chez soi pour rentrer un week-end entre deux vols. Après, voilà, faut partager son projet avec sa famille, expliquer les contraintes, qui sont en fait des contraintes qu'on retrouve aujourd'hui dans le métier de pilote de ligne. On peut s'absenter 7 jours du domicile sans revenir chez soi. On rentre 2-3 jours à la maison. On peut repartir 4 jours. Ça dépend sur quel réseau on est, sur quelle machine. Le planning peut varier, mais on retrouve ça aujourd'hui. En fait, d'une certaine façon, ce métier est magnifique, bien sûr. Mais la meilleure façon, en tout cas, les meilleures chances que vous pouvez vous donner pour être heureux dans ce métier, c'est d'en aimer les inconvénients. Cette notion de décalage horaire, alors les nuits en vol, le décalage horaire, le fait d'être un petit peu décalé socialement, de ne pas passer Noël avec sa famille chaque année, de ne pas parfois être présent pour l'anniversaire de son enfant ou de ses conjoints ou conjointes, eh bien, ça peut être un inconvénient. L'essentiel étant à la fois de pouvoir s'adapter et de voir de voir le verre à moitié plein, hein. C'est-à-dire que parfois, vous allez travailler le week-end et puis le lundi, mardi, mercredi, vous allez être tranquille. Vous allez faire vos courses, il n'y aura personne dans les magasins, pas de bouchons. Vous travaillez en décalé, évidemment, quand vous vous levez à 4 heures du matin pour débuter un service sur moyen courrier. L'avantage, c'est que vous allez au travail assez rapidement. Pas de bouchons. L'inconvénient, c'est que vous êtes levé tôt. Voilà. Donc, ensuite, vous êtes aussi, vous partez en escale. Donc, comme le disait Guillaume, pendant 2-3 jours sur moyen courrier, vous n'êtes pas chez vous, mais vous découvrez des choses, vous rencontrez des gens, vous questionnez, vous découvrez des pays différents. Et encore maintenant, même en 2025, il y a de quoi être dépaysé, hein, même en Europe, si on a les yeux grands ouverts. Donc, d'une certaine façon, c'est vraiment cette façon de se poser la question. C'est un peu ce que je proposais tout à l'heure. Posez-vous la question, essayez de poser des questions déjà à ceux qui pratiquent ce métier. Et probablement que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est parce que vous êtes curieux d'avoir quelques réponses. Mais c'est en répondant à ces questions-là, vous, individuellement, que vous serez le mieux préparé pour être heureux à ce poste de pilote de ligne d'une façon générale et à Air France en particulier. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, je voyais des questions passer par rapport justement des contraintes personnelles. Ça peut être le mariage, l'attente d'un enfant, la vie actuelle. Il faut bien voir un truc, c'est qu'à partir du moment où vous allez réussir la sélection, on va vous proposer une date de stage. Alors, les stages, il n'y en a pas toutes les semaines, hein, c'est des gros groupes. On fait des promos, hein, des promos de 10 à 12, qui sont des dates imposées par les écoles, puisque ces écoles ne font pas que de la formation pour les cadets d'Air France, ils ont beaucoup de monde. Et une formation, si on ne veut pas qu'elle ait trop d'interruptions, il faut qu'effectivement tout soit bien calé du début à la fin. Donc les dates sont très précises et elles intègrent justement d'éventuels, on va dire, réentraînements s'il y avait des difficultés. Donc, à partir du moment où Air France Transavia va vous contacter pour vous proposer une date de mise en stage, il faut bien comprendre que sur les 2 ans qui vont venir, sauf événement grave, ça ne sera pas possible d'interrompre votre formation. Donc, si vous attendez un bébé, si vous avez prévu de vous marier, on ne pourra pas vous garantir les dates puisqu'elles ne dépendent pas de nous. Alors, généralement, le week-end, c'est un mariage, effectivement, ça peut bien tomber, mais on ne pourra pas garantir les jours avant, les jours après. Voilà, il faut bien comprendre que les 2 années de la formation, vous allez vraiment vivre
un peu en internat, il faut dire les choses, hein, puisque vous ne serez pas chez vous pour la plupart. Vous ne pourrez pas vraiment programmer grand-chose. Vos vacances sont plus souvent posées un peu a posteriori par rapport au dispo justement qu'il y a dans votre formation. Si à un moment il y a des trous, on positionnera des congés. Mais il faut bien partir sur le fait que pendant 2 ans, et disons même 2 ans et demi avec la mise en stage après Air France Transavia, c'est la formation qui va occuper le plus clair de votre vie. Et voilà pour la dispo. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Effectivement, quand vous pensez à ce métier, il ne faut pas voir que le côté un peu tout trop, que les bons côtés. Comme disait Stéphane, il faut en aimer les contraintes. Et ces contraintes, effectivement, il faut qu'elles soient partagées avec votre entourage. Sinon, vous allez être assez malheureux. N'oubliez pas un point dans le métier, c'est que c'est une des rares professions où votre droit d'exercer est remis en cause très régulièrement, tous les 6 mois pour le dire, entre les simulateurs, les contrôles en vol, la mise à jour pour connaissances théoriques. Donc, visite médicale, qui est quand même pas la moindre, parce que celle-là, vous la maîtrisez pas vraiment. Donc oui, il faut intégrer tout ça et se poser les bonnes questions avant de partir là-dedans. Si vous acceptez les contraintes, vous allez être la personne la plus heureuse du monde dans ce travail. Et si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir un planning sur le long terme, vous allez vivre l'enfer, puisque nous, finalement, on a un planning au mois. Donc chez Transavia, il est sur 4 semaines glissées. Air France, le planning sort le 25 du mois pour le mois suivant. Donc, alors effectivement, quand on n'est plus en formation, on va poser des desiderata, on va poser des congés pour organiser un peu sa vie personnelle. Mais ne serait-ce qu'un rendez-vous médical, quand vous connaissez le temps qu'il faut pour en avoir un, c'est parfois assez difficile de gérer tout ça. Et puis après, le reste du temps, votre planning, c'est la compagnie qui va s'en occuper. Vous allez voir, ils font ça très bien. Ils ne vous laisseront pas dans l'oisiveté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Est-ce que vous avez repéré des questions, Léa, également? Je peux peut-être apporter un complément sur le processus de sélection que j'ai décrit tout à l'heure. Je n'ai pas terminé ma description en disant que, évidemment, à peu près, c'est assez connu, on le décrit sur le site internet, mais c'est une commission de recrutement qui se réunit, composée de cadres, de chefs pilotes d'Air France, des opérations aériennes d'Air France, et qui viennent étudier le dossier complet de chaque candidat pour ensuite donner un avis d'admission ou d'ajournement ou d'élimination en fonction de l'historique du nombre de passations, du nombre de sélections passées. Donc voilà, ce n'est pas l'avis du pilote ou de la psychologue ou du psychologue qui viennent sanctionner la sélection d'un candidat, mais c'est une commission de recrutement qui fait l'étude complète du dossier. C'est un élément complémentaire que je voulais apporter. Une petite question à Guillaume, comment tu t'es préparé, toi, pour passer le concours? Est-ce que tu as des petits tips à donner aux personnes? Oui, alors, comme le disaient Stéphane et Christophe, déjà, il y a faire un petit peu le tour de compétences pilote, essayer de regarder ce qu'on peut mettre en face de chaque compétence sur son expérience professionnelle ou personnelle. Bon, c'est plus pour tout ce qui est entretien les psy 2, concernant ça, avoir des exemples concrets euh, pour ça. Ensuite, sur les préparations psy 0, psy 1, moi, je m'étais entraîné avec un site internet qui s'appelle Pilot Test, qui est connu de tous, pour se préparer. Mais il faut pas rester non plus conditionné à ce site, parce qu'après, dès qu'on change une variable, une valeur, on sait plus faire, et c'est pas ce qu'on cherche chez un pilote Air France. C'est pas simplement actionner bêtement des boutons, c'est pouvoir réfléchir derrière. Donc, il faut aussi pouvoir avoir une ouverture d'esprit et regarder dans d'autres bouquins, comme le Taj Mage. Moi, j'ai utilisé plein de références dans les librairies pour préparer des tests psychotechniques et psychomoteurs pour diversifier l'entraînement. J'avais fait quelques stages aussi dans des centres dédiés pour partager avec d'autres personnes leur préparation, avoir des petits conseils sur chaque test. Donc, on travaille d'entraide.
Et ça m'a permis de venir compléter ma formation personnelle pour passer des Psy 0, Psy 1 et Psy 2. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes à peu près de webinaire, donc si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vois une question qui revient assez souvent pour ceux qui ont déjà la TPL théorique et qui se demandent si ils vont être obligés de le repasser. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que oui. En fait, nous travaillons sur des volumes de formation assez importants et il est plus facile pour nous et plus économique pour quelqu'un qui a déjà la TPL théorique de le faire entrer dans un cursus classique où on démarre à zéro que de le décaler pour qu'il intègre plus tard. Donc oui, si vous avez déjà la TPL théorique, vous le repasserez. Donc, comme ça, vous serez très fort. J'ai des questions. Ah, Pardon. vas-y. Pardon, j'ai des questions sur les Psy 1, Psy 2, les numerus clausus. Donc, le numerus clausus n'existe qu'à l'issue des Psy 0. Et ensuite, pour les Psy 1 comme pour les Psy 2, enfin, pour les Psy 1, c'est un niveau minimum d'aptitude pour chaque compétence évaluée. Et pour les Psy 2, c'est les synthèses, les évaluations psychologues du jury, en fait, composé de psychologues et pilotes, qui viennent alimenter, compléter un dossier complet que la commission de recrutement va évaluer. Donc, il n'y a pas de numerus clausus en Psy 1 et Psy 2. Si, comme je disais tout à l'heure, il y a 600 personnes qui réussissent les Psy 1, eh bien, nous les passerons, nous les convoquerons en Psy 2 petit à petit, probablement pour alimenter les stages de l'année d'après même encore. Il n'y a pas de numerus clausus en Psy 1, Psy 2. Je vois des questions également sur l'absence d'heures de vol. Alors, effectivement, il n'y a pas de contrainte d'heures de vol pour accéder à cette filière. Par contre, là aussi, posez-vous la bonne question. Si vous n'avez jamais volé, et je ne parle pas de voler en passager dans un avion, classe affaires avec la coupe de champagne, mais je parle aux commandes d'un avion, que ce soit un planeur ou un avion moteur. Posez-vous la bonne question, est-ce que vous allez aimer ça? C'est pas du tout pareil que de se faire transporter. Vous allez découvrir qu'il faut être effectivement, comme je disais tout à l'heure, Guillaume, multitâche, avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, ça peut quand même être intéressant, déjà pour pouvoir justifier de votre motivation et de voir si finalement, comment vous vous sentez dans cet environnement. Je ne parle pas que du mal de l'air, hein, je parle de ce que ça va représenter en étant aux commandes de quelque chose qui vole. Et pendant 24 mois, vous serez à bord de petits avions, en fait, d'avions légers, qui bougent. Et on sent bien l'air, hein, donc il faut être à l'aise avec cette sensation. Et plus qu'à l'aise, le mieux étant de l'apprécier. Cette sensation d'aimer voler et gérer une trajectoire, être en 3 dimensions, souvent en l'air, c'est justement passer à la 3e dimension. Donc, il faut aimer ça et être capable de l'intégrer aussi petit à petit, de développer ces différentes aptitudes, comme le disait Christophe, le multitâche, etc. C'est un plaisir. On commence tous par le début, hein, donc on les développe, ces aptitudes, mais c'est quand même l'envie, le petit grain de sel qui vient alimenter cette envie de progresser et de développer ces compétences. On a des questions sur le TOEIC. Oui. Les règles ayant changé au 1er juin, il y a pas mal de personnes qui se demandent comment ça se passe avec le test oral. Oui, alors donc pour les personnes qui avaient un TOEIC et qui l'ont passé jusqu'au 1er juin 2025, il y a quelques jours, les 2 compétences, listening and reading, sont suffisantes. Et donc, à ce titre, il faut 850, un score de 850. Pour les personnes qui passeront leur TOEIC à compter du 2 juin et pour le futur, il faudra les 4 compétences avec une exigence de 850 points pour le listening and reading et de 170 points pour le speaking. Il n'y a pas d'exigence pour le writing. Pardon. Voilà un petit peu voilà les nouvelles règles. J'avais aussi des questions sur les limites d'âge. Donc, aucune limite d'âge pour la sélection cadet, le recrutement pilote cadet, comme pour le recrutement pilote professionnel d'ailleurs. J'abonde dans le sens de ce que disait Christophe tout à l'heure à propos de l'âge.
vous pouvez aussi imager cette question, parce que l'âge au sens de changer de vie, reconversion, se poser des questions, devenir nomade par rapport à une vie plus sédentaire, comme l'illustrait Guillaume, lorsqu'on est ingénieur, on peut avoir des horaires très importants, des charges de travail, des responsabilités importantes, de la pression. Mais souvent, enfin, on peut voyager d'ailleurs dans le cadre, lorsqu'on est ingénieur, lorsqu'on est responsable avec un poste au sol, mais on revient assez régulièrement chez soi, disons. Là, on vous allez devenir nomade. Ça, c'est une chose que de changer de vie, d'une certaine façon. Mais il y a aussi autre chose. Posez-vous la question, par exemple, de commencer à skier à 35, 40 ans. On est moins à l'aise que quand on commence à 6 ans. Alors, il se trouve qu'on ne commence pas à voler à 6 ans. C'est plutôt 15, 20, 25 ans, l'idéal. Mais d'une certaine façon, ces différentes compétences, cette aisance à se mettre face à la pente pour skier, elle est beaucoup plus facile pour des jeunes enfants, des adolescents, que pour des adultes. C'est un petit peu pareil pour le métier de pilote. Tout s'apprend, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc, si vous avez, par exemple, quelqu'un qui se reconvertit à 35, 40 ans d'un métier quelconque pour devenir, enfin quelconque, disons, d'un métier au sol pour devenir pilote, c'est peut-être plus facile lorsqu'il a déjà piloté des planeurs, qu'il a fait beaucoup d'aéroclubs pour se reconvertir en tant que pilote. J'ai Romain qui demande peut-être à Guillaume de décrire une semaine typique pour un pilote et combien de temps à voler, combien de temps de repos. D'accord. Alors, on parle dans le métier de pilote de ligne ou dans la formation quelle est pour la question? Dans le Bon, métier de pilote. métier de pilote de ligne. Bon, on va dire, sur le moyen courrier, on pouvait travailler à Transavia 6 jours d'affilée et on avait au minimum 2 jours de repos. Ça, c'est sur les cadences estivales. On va plutôt être sur 4 jours de travail et 4 jours de repos derrière, 4 jours de travail. Sur long courrier, en ce moment, c'est un peu plus calme. On peut travailler, on fait à peu près trois vols par mois. Sur des rotations, on part entre 3 et 5 jours, voire 7 au maximum. Donc, ça fait en termes d'engagement maximum dans un mois. En ce moyen courrier, on pouvait être à 18 jours d'engagement. Donc, il en restait 12 réglementaires de repos. Et sur long courrier, là, on est un petit peu moins. On travaille plutôt 12, 14 jours. Et donc, on a plutôt 16 jours de repos derrière. On va dire cumulé, hein. C'est pas 14 jours de travail d'un coup et 16 jours de repos, mais voilà, intercalé, ça donne ça. Alors, lorsque vous rentrez de long courrier, vous posez souvent le matin. Enfin, vous serez mieux placé que moi pour en parler, parce que moi, c'est un souvenir ou alors un futur proche pour moi. Mais on se pose souvent le matin et les 2 premiers jours, globalement, ils ne servent pas à grand-chose. Non. Il faut au moins 2 nuits pour commencer à retrouver ses capacités cognitives. Surtout, ne faites pas de bricolage dans les 2 premiers jours à l'issue d'un vol de nuit, d'une rotation. Ne Voilà. gérez pas d'investissement. Ne gérez pas d'investissement. Voilà, donc ce sont des repos qui sont absolument nécessaires pour récupérer physiologiquement. Et ensuite, il y a les repos qui relèvent du temps de loisir habituel pour chacun dans le cadre d'un travail. Et là, par rapport aux 2 nuits dont parlait Stéphane, quand on tourne à fond, eh bien, en fait, après ces 2 nuits, vous repartez. Donc, imaginez, là, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Vous arrivez ce matin après une nuit dans l'avion. Vous dormez chez vous ce soir, mercredi soir, jeudi soir. Et puis, vendredi matin, vous pouvez repartir dans l'autre sens, sinon, c'est pas drôle. Un coup à l'est, un coup à l'ouest, ça passe mieux. Alors après, il y a des règles Voilà. plus ou moins en Ouais. fonction des nombres d'heures de décalage horaire, etc. C'est savamment calculé. Donc, c'est un métier qui demande une certaine hygiène de vie. Faut pas se mentir là-dessus. Et d'ailleurs, je vois des questions qui tombent à propos des visites médicales. Oui, il y aura une visite médicale pendant toute la formation au même titre que pilote. Hein, dès lors que vous rentrez dans la formation, vous passez sur la visite médicale de classe 1, qui est beaucoup plus poussée que la visite classe 2, qui finalement est celle qui sert je vais faire quelque chose d'assez schématique, aux petits avions. Et donc, cette visite, elle se refera tous les ans, sauf si vous avez certaines dérogations qui demandent à ce que ce soit tous les 6 mois, par exemple. Et par rapport aux maladies, là, je vois des questions qui tombent là-dessus. Alors, il n'y a pas de maladie chronique par rapport à Air France, ça va être des maladies chroniques par rapport à l'autorité médicale, puisque ça, c'est pas
C'est pas Air France qui décide, hein. Il y a une visite du travail Air France, mais comme dans toute entreprise. Mais c'est vraiment la visite pilote qui, elle, peut avoir des contraintes. Et là, il faut vraiment poser la question à l'autorité médicale. On n'est pas spécialiste dans le domaine pour vous éclairer là-dessus. J'avais une petite question passée rapidement aussi sur l'avion 100% autonome. Bon, on va pas se mentir. Dans notre domaine, on ne peut pas se contenter de 99% de fiabilité. Il nous faut 100%. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Donc aujourd'hui, l'IA ne permet pas de faire voler des avions. On peut l'utiliser pour plein d'outils d'aide pour le vol, effectivement, mais le vol en tant que tel, compliqué. Aujourd'hui, l'humain sait quand même hiérarchiser et combiner beaucoup plus vite que l'IA. Donc, c'est pas, en tout cas dans les avions qui sont fabriqués et pensés aujourd'hui, l'idée c'est pas d'en sortir les pilotes. Donc, face à pas des compositions d'équipage différentes, pourquoi pas. Mais en plus, ça voudrait dire que le jour où un constructeur met le doigt là-dedans, bah, il faut qu'il soit quand même très très sûr de son coup, parce que là, il pourra peut-être plus dire que c'était une faute de pilotage. Voilà. Et en tout cas, la priorité dans l'industrie aéronautique aujourd'hui, c'est pas du tout l'avion autonome, c'est plutôt la décarbonation. Voilà. On est un secteur qui fait de gros efforts là-dessus, contrairement à ce qu'on peut laisser circuler sur le transport aérien. Et voilà, il y a de très très gros objectifs, de très très gros challenges qui sont à relever sur les prochaines années là-dessus. Pour vous donner une idée, un 787 par rapport à un 777, qui est un avion un peu plus ancien, va consommer 25% de kérosène en moins, ça veut dire du carbone en moins, ça veut dire plein de choses. Donc les avions du futur se veulent plus économes et plus vertueux pour notre environnement. Ce sera un des sujets majeurs exposés au Salon du Bourget, je pense. Oui. Voilà, d'ailleurs, j'ai des questions pour savoir si vous serez présent au Salon du Bourget. Oui, nous serons présents au Salon du Bourget du vendredi au dimanche, donc les 3 jours ouverts au public. Tout à fait. Parfait. La fédération aussi, je tiens à préciser. Très bien. On viendra vous voir. Voilà, nous on sera dans Voilà. le hall d'Air France Industrie. Là, Ça, c'est Thibaut qui sait par cœur. Ouais. En fait, on sera pas, voilà, on sera pas en front line, on sera dans le hall de tous les, qu'on appelle ça, fabricants, enfin tous les sous-traitants, etc. Il y aura un stand de Air France Industrie. Il y aura une conférence justement organisée vendredi, samedi et dimanche sur le métier de pilote Air France et sur les cabines en particulier. Peut-être une ou deux dernières questions. Combien de candidats en général sont retenus? C'est autant de candidats que de nombre de stages, mais s'il y a plus de candidats, on les garde pour les stages d'après. Parce qu'en fait, en fin de compte, une sélection cadet, comme vous l'avez compris, débute en juin-juillet pour l'inscription, puis ensuite les Psy 0 en septembre, à la Toussaint les Psy 1, les Psy 2 qui commencent en janvier. Entre-temps, on a encore, nous, des Psy 2 en ce moment jusqu'à juillet de la promotion précédente, de l'offre 2024. Et donc, les cadets qui sont, enfin les candidats qui sont admis là en ce moment vont alimenter les stages de la fin de l'année 2025 et probablement peut-être un petit peu le début de l'année 2026. Donc, c'est une rotation et on a des ordres de grandeur entre 80 et 100 stages par an. Comme le disait Christophe, pour l'année 2026, on est plutôt sur un objectif d'une centaine de stages de formation initiale pour les cadets. Voilà, Léa. Écoutez, merci. Est-ce que les personnes qui ont encore des questions peuvent vous contacter? Est-ce qu'il y a une adresse ou d'aller directement sur le site? J'insiste car nous avons fait évoluer notre site internet, nos 2 sites internet, hein, le site de l'offre de recrutement et le site corporate sur tous les métiers d'Air France et en particulier le métier de pilote de ligne. Vous irez bien sur le site corporate, il y a une partie filière pilote professionnel et sous laquelle il y a la partie filière cadet. Et donc toutes les conditions sont bien précisées. Donc, j'ai eu beaucoup de questions où vous trouverez votre réponse sur le site internet. Voilà, n'hésitez pas.
Très bien. Et bien sûr, on est au moment de conclure. En tout cas, Léa, merci d'avoir organisé ce webinaire avec la FFVP pour nous donner la possibilité de répondre à tous les candidats, tous les gens intéressés par le métier de pilote de ligne. Nous, encore une fois, nous recrutons. Donc, on a besoin de pilotes dans les avions et c'est une formidable opportunité de pouvoir passer la sélection et de la réussir. On vous le souhaite vivement. Air France est une des seules compagnies au monde à proposer une formation gratuite, rémunérée, de haut niveau, vous l'avez compris. Donc, voilà, donnez-vous toutes les chances. On a essayé de partager des éléments avec vous et à très bientôt sur nos lignes. Donc. Merci Christophe, merci Stéphane et merci Guillaume pour ton témoignage. Juste une petite info pour tous ceux qui nous écoutent, la fédération offre un bon qui vous sera envoyé sur votre boîte mail pour essayer le planeur et de faire un petit vol découverte dans un de nos clubs. Voilà. Merci. Et puis Merci. bonne soirée à tous. Bonne soirée, à Bonne très soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.